Dans l'actualité de ce mardi 5 juin 2018, une question. Allons-nous vers une cessation de paiement des salaires des fonctionnaires burkinabés? La ministre de l'Économie, des Finances et du Développement a exprimé son inquiétude ce matin. Le recouvrement des recettes a pris un coup depuis le début des mouvements de grève lancés par la coordination des syndicats de ce département. Le médiateur du Faso tente de désamorcer la banque. L'inquiétude de l'opposition politique burkinabé à propos des examens et concours, inquiétude sur la réduction des postes à la fonction publique, inquiétude sur la situation des élèves en classe d'examen dans le Sahel. 100 milliards de francs CFA pour les infrastructures routières, 70 milliards pour la santé. Le gouvernement burkinabé vient de signer 2 accords de prêt. Merci de choisir le 19h30 de BF1. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est une journée en tout cas suffisamment mouvementée autour de la crise au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. D'un côté, le gouvernement qui s'inquiète pour le paiement des salaires. De l'autre côté, le médiateur du Faso qui tente donc de ramener le dialogue entre les deux parties. Nous allons y revenir dans un instant. En attendant, allons du côté de l'Assemblée nationale. L'appel au dialogue justement, lancé également hier par le président de l'Assemblée nationale à l'occasion de la clôture de la première session parlementaire de l'année. 28 lois adoptées en 90 jours de travaux. La moisson aura tenu toute la promesse des fleurs, selon Bala Alassane Sakandé, qui parle même de session la plus prolifique de la 7e législature. Roméo Koïta. La première session parlementaire ordinaire de l'année 2018 qui s'achève aura été, de l'avis du président de l'Assemblée nationale, la plus prolifique en termes de lois adoptées depuis l'avènement de la 7e législature. Au total, 27 lois adoptées en 3 mois, parmi lesquelles on peut citer entre autres la loi portant réglementation générale du renseignement au Burkina Faso, celle portant statut de la police nationale et celle portant code pénal qui abroge la peine de mort au Burkina Faso. Un bilan plus que satisfaisant selon le chef du Parlement, même s'il y a certaines lois qui divisent toujours après leur adoption. C'est le cas du code pénal par exemple. Pour l'opposition parlementaire, l'adoption de cette loi est inopportune. Pendant que la Constitution est en relecture et en train de faire l'objet de débats, la question sur la peine de mort n'a pas été évacuée pour le moment. Il n'y a pas eu de consensus. Alors que par principe, lors de des concertations, il a été dit que tout ce qui ne fera pas l'objet de consensus restera en l'état. Donc pendant que la Constitution n'est pas bouclée, nous ne comprenons pas pourquoi cet empressement pour le gouvernement de vouloir abolir la peine de mort dans le présent code pénal. Une précipitation qui amène le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, à penser qu'elle a été taillée sur mesure et n'aurait pour seul but que de favoriser l'extradition de François Compaoré. Si on force autant pour pouvoir faire passer cette loi-là à cette période-ci, avant le 13 juin, c'est simplement pour permettre donc au processus d'extradition enclenché par le gouvernement burkinabé pour que ce processus-là puisse avoir un aboutissement heureux. Mais à la majorité parlementaire, on l'appréhende plutôt sous un autre angle. Non, mais ce n'est pas vrai. De toute façon, tous ceux qui rentrent dans la loi, ils rentrent aujourd'hui. Ceux qui vont y entrer demain, parce qu'ils sont en conflit avec la loi, ils vont y entrer aujourd'hui ou demain. On ne peut pas, à cause d'une personne, voter une loi. Vous savez que ça ne se fait pas. Et s'il faut attendre parce que quelqu'un est en conflit avec la justice, qu'on vide son affaire avant de voter une loi, mais bon, on va où? Non, si on doit voter, on vote. Voilà, c'est tout. C'est ma compréhension. Ce n'est pas contre quelqu'un. Et puis ça n'a pas de sens. A noter que c'est le 13 juin prochain que la justice française rendra sa décision sur la demande d'extradition de François Compaoré faite par le Burkina Faso. Autre sujet de l'actualité nationale qui fait débat, c'est celui du vote des Burkinabés de la diaspora pour les élections présidentielles de 2020. Sur ce point, Alassane Bala Sakandé invite la classe politique au dialogue. Les calculs politiciens profondément égoïstes et partisans qui sont en cours compliquent l'avènement d'un consensus menaçant ainsi le vote des Burkinabés de l'étranger. J'invite donc la classe politique à œuvrer vers un compromis autour de la question. En ce qui concerne le mot de passage à la 5e République, c'est connu. Il devrait se faire par voie référendaire de l'avis du Conseil constitutionnel.
Cependant, il faudra désormais faire face à la question de la soutenabilité financière. Une question qui sera peut-être examinée à la prochaine session parlementaire qui aura lieu en septembre prochain. Une session parlementaire au cours de laquelle l'opposition politique a noté un désaccord entre le gouvernement et sa majorité sur le vote du projet de loi portant statut de l'opposition, un désaccord évoqué ce matin au cours d'un point de presse hebdomadaire du chef de file de l'opposition politique. Les examens et concours et la campagne agricole qui s'installe ont également fait l'objet des échanges. L'opposition politique qui parle d'une politique agricole gouvernementale non maîtrisée. Luc Pabelgem. Saison pluvieuse et début de la campagne agricole, examen et concours 2018, situation politique nationale, ce sont les trois thèmes qui ont été abordés au cours du point de presse du CFOP, le chef de file de l'opposition politique. Sur la situation politique, l'opposition note que le gouvernement ne s'est pas concerté avec la majorité sur le projet de loi révisant le statut de l'opposition. Sur le vote de ce projet de loi qui n'est pas allé à terme, l'opposition s'interroge. Nous ne comprenons pas cette manière de travailler. Un gouvernement peut retirer un texte, mais il ne peut pas le faire au moins de passer au vote. C'est une dérogation. Pourquoi ne l'avoir pas fait après le travail en commission? Cet incident pose des questions politiques et nous, au niveau de l'opposition politique, nous nous permettons de dresser des hypothèses. Première hypothèse, soit le gouvernement s'est concerté au préalable avec sa majorité, et si tel est le cas, la majorité a choisi d'humilier son propre gouvernement. Si elle ne voulait pas voter le texte, elle aurait pu le dire plus tôt. Deuxième hypothèse, soit le gouvernement ne s'est pas concerté avec sa majorité et cela pose un problème dans la conduite des affaires du pays. Bien avant ce désaccord entre le gouvernement et sa majorité à l'Assemblée nationale, c'est le vote de la loi portant code pénal qui interpelle les opposants. Pour eux, ce fut une loi élaborée avec précipitation et ils ne s'étonnent pas qu'elle comporte des insuffisances. Des insuffisances, il y en a aussi en termes d'infrastructures, d'où l'appel de l'opposition au gouvernement d'entreprendre des travaux d'urgence afin d'éviter les inondations à Ouagadougou et à l'intérieur du pays au vu des fortes quantités d'eau annoncées par la météo cette année. Au sujet des examens et concours, l'opposition fait des propositions par contre. Le gouvernement n'offre pas d'autre choix aux jeunes diplômés ou qualifiés, pourtant fer de lance du développement et avenir de notre nation. Rien n'est fait pour aider le secteur privé à se développer afin d'absorber plutôt le trop-plein des jeunes diplômés qui cherchent emploi. Nous suggérons que dès l'année prochaine, le gouvernement mise sur la déconcentration des lieux de dépôt dans les chefs-lieux de province et sur une inscription en ligne simple et fluide afin d'éviter à nos filles et fils le calvaire de dépôt du dossier. À ces rendez-vous des mardis entre opposition et médias, c'est le Burkina Faso vu par l'œil de l'opposant en une semaine. Au cours de l'exercice, ce sont les sujets qui ont fait l'unanimité au sein de l'opposition qui sont discutés avec les journalistes. 3 ministres face aux journalistes. En tête, Adizatou Rosine Coulibaly de l'économie, des finances et du développement. On imaginait aisément la couleur des échanges. La crise au ministère en charge des finances, elle agace, elle inquiète même la ministre Adizatou Rosine Coulibaly qui parle de risque de cessation de paiement des salaires des fonctionnaires. Les explications de Roméo Kuita. Je veux rassurer que jusqu'à présent, on va payer vos salaires. On va payer vos salaires, mais je ne sais pas jusque quand. C'est aussi vrai de le dire. Une inquiétude qui sonne presque comme un aveu d'impuissance. Sa crainte, Adizatou Rosine Coulibaly la justifie par le fait que le paiement des salaires soit tributaire des recettes fiscales alors que les administrations fiscales fonctionnent au ralenti à cause des grèves à répétition du syndicat du Minefid entamées depuis quelque temps. Le ministre en appelle donc au sens de responsabilité des syndicats. L'objectif du gouvernement n'est pas de remettre en cause des avantages, dira-t-elle, avant que son collègue de la fonction publique ne précise qu'aucun avantage n'est acquis pour toujours. Il est plutôt question d'équité et de justice sociale. Je ne vais pas citer Thomas Sankara, mais quelqu'un m'a... En fait, je lisais un peu, mais lui l'avait dit que nous avons le choix de donner du champagne à quelques-uns ou de donner de l'eau potable à tout le monde. C'est une question hautement politique.
c'est un choix qu'il faut faire. Un choix de gouvernance, un choix de société, et c'est ce que le gouvernement est en train de faire. Sur le manque à gagner engendré du fait des grèves, le ministre en charge des Finances n'est pas dans la guerre des chiffres. Mais précise-t-elle, les rendements des services chargés de la mobilisation des ressources ont baissé, même si comparativement à 2017, ils restent supérieurs sur la même période. Elle s'inquiète donc que les objectifs fixés pour 2018 en termes de mobilisation de ressources ne soient pas atteints. Une contre-performance qui pourrait peut-être déterminer son avenir à la tête du département des Finances. À ce sujet, sa réponse est sans embâche. À mon avenir, c'est très simple. Deux choses. Comme vous, j'ai un passé et j'aurai aussi un avenir. D'accord? J'espère que vous avez aussi un passé, que vous aurez un avenir. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Deuxième chose, je reprends ce que le président J.J. Rawlings du Ghana avait dit et il l'a écrit. Vous pouvez le lire aussi. La vie après le palais. Pour dire aux différents chefs d'État qu'il y a une vie après le palais. Il est ancien chef d'État. Voilà. Donc, je crois que c'est très simple et très poli la réponse que je vous ai donnée. Comprenez ce que je veux dire à travers ça. Merci. Partira, partira pas, cela importe peu pour l'heure. Le plus urgent, c'est la conférence sur le système de rémunération des agents de la fonction publique prévue du 12 au 14 juin prochain. Un rendez-vous capital sur lequel le gouvernement fonde beaucoup d'espoir. Si on arrive par exemple au niveau de la conférence, que ce principe est adopté, si tu es rentré avec le BPC, peu importe là où tu y seras, tu auras le même traitement indiciaire. Voilà. Peut-être ce qui va différer, ça va être au niveau indemnitaire, mais là aussi, il faut arriver à retrouver aussi une certaine homogénéité, puisqu'on sait qu'au niveau des indemnités, comme ça répond à un certain nombre de besoins. Je pense que l'un des enjeux de la conférence, c'est vraiment de travailler. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a de bonnes perspectives. De bonnes perspectives, certes, mais encore faudra-t-il que les acteurs sociaux se montrent plus coopératifs, d'autant que cette conférence va se tenir dans un contexte où la coordination des syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement durcit davantage sa lutte. Pendant ce temps, le médiateur du FASO tente de rétablir le dialogue entre les deux parties. Gouvernement et syndicats étaient convoqués cet après-midi chez Sarah Sérémé, mais visiblement il y a trop de tensions dans l'air. Le dialogue semble difficile à rétablir. Kwame Vedapa. C'est le bureau de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances qui arrive le premier au médiateur du FASO. Les membres sont installés dans la salle qui doit accueillir cette rencontre au sommet entre les initiateurs des grèves dans le secteur des finances et les ministres Adizatou Rosine Koulibaly et Seyni Ouedraogo de la fonction publique. L'ambiance est plutôt détendue. Les syndicalistes semblent enclins au dialogue. Comme d'habitude, nous, on est disposés à aller en tout cas à un dialogue sincère, franc, pour qu'à la fin, nous puissions en tout cas nous retrouver pour effectivement l'atteinte des objectifs du MINEFID. Chez nous, il n'y a pas de problème. Nous étions toujours disposés depuis les premiers instants. Maintenant, nous regardons le camp d'en face. Et quelles seront leurs prédispositions effectivement à aller dans le sens d'un accord qui puisse satisfaire tout le monde. Plusieurs points d'accord auraient été trouvés, à l'exception d'une minorité, après la médiation entamée par le médiateur du FASO. Mais Sarah Sérémé ne veut rien laisser au hasard. Il faut lever tous les équivoques avant le conciliabule entre les deux parties. Le médiateur du FASO va donc poursuivre les entretiens avec les syndicalistes encore pendant plusieurs heures. La rencontre sera donc reportée à une autre date. Le dialogue interrompu entre Adizatou Rosine Koulibaly et les syndicats du MINEFID a repris depuis ce samedi 2 juin. Après plusieurs réunions, l'on semble plus proche d'un accord dans les prochains jours. Dans le secteur de la santé, plus de 18 mois et le centre hospitalier universitaire de Basenko devrait être opérationnel. En tout cas, les ressources financières pour sa réalisation ne feront pas défaut. Hier, un accord de prêt de plus de 110 milliards de francs CFA a été signé par le ministère de l'économie, des finances et du développement. Bessogré, John William Somda. Une chaleureuse poignée de main qui marque l'effectivité de la signature d'un accord de prêt pour le financement de la réalisation du projet de construction du centre hospitalier universitaire de Basenko.
D'un montant de plus de 70 milliards de nos francs, soit 65% du coût total du projet, ce prêt est contracté auprès du consortium de banques Commerzbank et ABN AMRO. Pour arriver à un tel accord de prêt, l'État burkinabé a dû présenter un montage financier convaincant. C'était annoncé, c'est la réalité. C'était inscrit au niveau du plan national de développement économique et social. C'était dans le programme présidentiel. Et vous savez très bien que les financements de cette hauteur-là nécessitent que les équipes techniques puissent travailler, dialoguer et s'assurer qu'on a le meilleur montage possible. Et je peux vous rassurer que nous avons le meilleur montage possible. Du côté du consortium Banque Commerzbank et ABN AMRO, on se réjouit du partenariat avec l'État burkinabé pour la réalisation du projet du CHU de Basenko. Je voudrais vous dire d'abord qu'on a été extrêmement honorés de la confiance que l'État du Burkina Faso a témoigné vis-à-vis de nous. C'est un dossier qui a retenu toute notre attention et vous savez comme c'est parfois difficile d'avoir un bon dossier, c'est un dossier qu'on a bien préparé et qu'on est extrêmement fiers aujourd'hui de pouvoir avoir complètement bouclé. Je terminerai juste en disant que c'est un financement qui est innovant, qui est un premier dans son genre et comme l'a très gentiment souligné Madame la Ministre, j'espère qu'on continuera le partenariat comme il a été entamé. Pour la partie restante au bouclage du financement, soit environ 25 milliards, 35% du coût total, la famille royale des Émirats arabes unis s'est engagée à octroyer une subvention non remboursable au Burkina Faso. Nous sommes très heureux de participer à la construction et au financement de ce projet qui effectivement est prévu pour commencer très rapidement. On espère le finir bien avant pour pouvoir être opérationnel en 2019. Le projet, il faut le préciser, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sanitaire déclinée dans l'axe 2 du PNDS. Le CHU de Basenko devra être opérationnel en fin 2019 avec des travaux qui s'étaleront sur 18 mois. Un autre prêt pour un autre secteur vital, 100 milliards de francs CFA pour les infrastructures. Cette somme ira dans les caisses du Fonds spécial routier du Burkina. Ce sont 6 banques implantées au pays, dont la BOA, la Bank of Africa et Ecobank, qui s'engagent ainsi aux côtés de l'État burkinabé. Samira Samandoulgou, Madina Sino. Tour à tour, les membres du Présidium signent des documents puis se les échangent dans un applaudissement général. Par cet acte, le Fonds spécial routier du Burkina Faso dispose désormais de la somme de 100 milliards de francs CFA. Un prêt de 6 banques du pays, dont Ecobank, la Bank of Africa et la Banque internationale pour le commerce, l'industrie et l'artisanat. Le développement du pays passe par le développement de la route. Alors, le financement que nous mettons en place, c'est un financement pour réhabiliter un certain nombre de routes, pour mettre en place un certain nombre d'ouvrages et pour construire des routes. Donc, nul doute que ce genre de financement va contribuer à accroître la croissance au Burkina Faso. Cette somme est destinée au financement de la première tranche du programme d'entretien routier du Burkina Faso. Elle sera remboursée aux créanciers en cette année et demie à un taux de 6,75%. Nous avons déjà la taxe sur les produits pétroliers qui nous sera en partie reversée. Nous allons également gérer le péage puisque le péage nous a été rétrocédé. Donc nous utiliserons également les ressources générées par le péage pour assurer l'entretien et rembourser également les prêts que nous avons contractés auprès des banques. Sur les 100 milliards de francs CFA accordés au Fonds spécial routier, 70% vont servir à la construction de nouveaux tronçons routiers et 30% à la réhabilitation des voies en mauvais état. Notamment la RN18 Fadangourma-Bogandé, la route Koundougou-Solenzo, Boulsa-Sapaga, Dori-Gorom-Gorom. Le désenclavement de la vallée du Sourou est à l'ordre du jour avec le bitumage de la route Tougan-Lanfiera-Ndi. Et aussi, ces ressources vont être utilisées pour financer la construction du pont de Ramsa sur le barrage de Guiti, également pour les études du 3e pont sur le barrage numéro 2 à Ouagadougou. Le programme d'entretien routier s'exécute sur la période 2017-2023. Il va porter sur l'entretien de plus de 112 300 km de route sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement qui compte prioritairement sur la mobilisation des ressources propres pour financer
le développement. Voici une preuve que l'enseignement burkinabé a de la qualité. Un partenariat entre l'État nigérien et l'Université Aube Nouvelle. Le ministre nigérien en charge de l'enseignement supérieur est venu le consolider. Ils sont de plus en plus nombreux, les étudiants nigériens qui choisissent la destination Burkina. Alfred Chouye. Un proverbe bien connu des Africains dit que le pied ne va pas là où le cœur ne veut pas. La visite du ministre nigérien de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à l'université Aube Nouvelle n'est pas un fait du hasard. C'est la renommée internationale de cette université burkinabé qui lui vaut tous ses égards. Une occasion pour l'État nigérien et la direction de l'université de renforcer le partenariat en faveur des étudiants nigériens. La collaboration entre le Niger et l'université Aube Nouvelle ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis à la tête de ce département ministériel. J'ai déjà trouvé une convention signée entre Aube Nouvelle et le ministère de l'Enseignement supérieur du Niger. Et c'est grâce à cela que le Niger envoie des étudiants à Aube Nouvelle. La projection qui nous a été faite tout à l'heure, il y a rien qu'à Ouagadougou une centaine d'étudiants nigériens à Aube Nouvelle, sans compter l'effectif à Bobo. Nous sommes venus tout simplement renforcer cette collaboration parce que en tout cas, les investigations que nous avons faites nous ont permis de comprendre que Aube Nouvelle fait partie des universités pour lesquelles nous pouvons avoir confiance dans la recherche du savoir, dans la recherche de l'excellence pour nos étudiants. La confiance et l'excellence, une marque, une signature que les responsables de l'université n'entendent pas trahir. Cette convention que nous venons de signer, comme monsieur le ministre l'a dit, fait suite à une autre convention qui avait été signée au Niger. Et la retombée pour l'université Aube Nouvelle, c'est le défi. Quand vous avez tout un gouvernement qui vous fait confiance et qui vous envoie les étudiants, c'est un fardeau. Il ne faut pas les décevoir. Et cela nécessite que nous gardons le cap de l'excellence. C'est pourquoi en matière de retombées, c'est cette contrainte-là qui va nous pousser à ne pas dormir sur nos lauriers qu'il faut continuer à améliorer. Ensuite, les Nigériens qui seront formés ici seront nos ambassadeurs. Quand ils vont rentrer chez eux, eh bien, si un jour je suis au Niger ou bien on a des négociations à faire et que ce sont nos étudiants, ce sont nos ambassadeurs, dont les retombées sont évidentes pour nous. La visite du ministre nigérien de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a été ponctuée par des échanges avec les étudiants. Elle intervient en marge de la célébration du jubilé d'or du CAMES. Une nouvelle directrice générale pour tourner définitivement la page de la crise à la CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux. Fini la transition, c'est le docteur Anne-Marise Kaboré qui s'installe aux commandes de la centrale. 14 ans d'expérience à l'international, son choix est mal accueilli par une partie de l'opinion, mais la jeune femme préfère regarder plutôt vers les défis qui l'attendent. Abdourazak Traoré. Après départ en présence de toutes les parties prenantes, tous souriants, la nouvelle directrice générale de la CAMEG, le président du conseil d'administration et le directeur général sortant de la structure affichent de l'optimisme. Ils espèrent tous que la crise qui a secoué la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux se conjugue désormais au passé. La CAMEG va-t-elle renaître de ses cendres après tant de périodes de turpitude? Oui, répond la nouvelle patronne des lieux. Anne-Marise Kaboré se sent plus que prête pour relever les multiples défis. Je pense que si je ne me sentais pas capable, je ne serais pas venue. Ça a été un processus de recrutement qui a été long, qui a été méticuleux, qui a été vraiment... je pense qu'au sortir de ce processus de recrutement, on mesure les enjeux qui sont ceux de la CAMEG. Et je pense pouvoir le relever. Mais bien évidemment, je ne pourrais pas le faire toute seule. J'ai besoin de travailler avec tous les collaborateurs de la CAMEG, tous les partenaires techniques, le conseil d'administration, le président du conseil d'administration, le président de l'Assemblée générale et évidemment le gouvernement, pour qu'on puisse tous ensemble relever ce défi de la CAMEG qui est principalement la disponibilité des médicaments,
et l'accessibilité des médicaments sur toute l'étendue du territoire et bien évidemment à prix accessible. Nièce du président, protégée de caciques du pouvoir, non burkinabé, les commentaires vont bon train au sein de l'opinion après sa nomination en Conseil des ministres. Mais la nouvelle directrice, elle, préfère être jugée au pied du mur. Alors, ces polémiques pour moi sont un signe d'un pays démocratique. Dans tous les pays démocratiques, tout le monde a le droit d'exprimer son opinion. Mais pour moi, j'aimerais dire que ce sont des discussions qui sont un peu stériles. À l'endroit où on est, à la sortie de cette crise de la CAMEG, la grande question devrait être: est-ce que je suis à même, est-ce que j'ai l'expertise pour pouvoir faire sortir la CAMEG, on va dire, avec l'ensemble des travailleurs de cette crise? Je pense qu'on devrait se focaliser surtout sur cette question-là. Et à cette réponse, j'ai envie de dire qu'après plus de 14 années d'expérience internationale dans des compagnies multinationales, à travers différents secteurs d'activité et différents postes, je pense qu'il était temps pour moi de venir apporter mon expertise à mon pays. Après plus d'une année de gestion provisoire, Charles Maïnoula, directeur sortant, pense avoir accompli les missions qui lui ont été assignées en début de mandat. Première mission, ramener la sérénité au sein de la structure. Et la deuxième mission consistait à rassurer les fournisseurs afin que la disponibilité des médicaments soit améliorée. Et la dernière mission consistait à relire les textes et à engager le processus de recrutement du nouveau DG. Un recrutement fait dans les règles de l'art, rassure le président du conseil d'administration. Le processus a débuté au sein d'un comité ministériel logé au premier ministère. Après un travail, le comité a transmis une liste de 3 personnes au conseil d'administration, dont Anne-Maryse Kabouré, docteur en pharmacie et spécialiste en management médical. Combattons la pollution du plastique, c'est le mot d'ordre ce 5 juin, journée mondiale de l'environnement. Au Burkina Faso, la consommation du plastique est estimée à plus de 600 000 tonnes en 2010. Des chiffres en hausse continuent. En 2015, plus de 34% de la mortalité du cheptel serait liée à l'indigestion du plastique par les animaux. Le péril reste réel malgré la loi 017 de 2014 portant interdiction des sachets plastiques non biodégradables. Dans le monde, l'Inde, l'un des pays les plus pollués, a été choisi comme pays hôte de la Journée mondiale de l'environnement. Une rivière transformée en poubelle. Ici, dans la banlieue de New Delhi, la multitude de déchets plastiques qui se retrouvent dans les cours d'eau représente une véritable catastrophe environnementale et un grave danger pour la santé publique. Pas étonnant que l'Inde, l'un des pays les plus pollués de la planète, ait été choisi comme hôte de la Journée mondiale de l'environnement qui a lieu ce mardi. À l'occasion, les autorités ont prévu un nettoyage des rivages, une tâche colossale. Le plastique, un fléau environnemental mondial, notamment dans les pays d'Asie du Sud-Est, qui sont parmi les plus gros producteurs de déchets plastiques de la planète. Ici au Vietnam, cette pollution affecte la population locale. Oui, ça nous dérange, surtout durant la saison chaude. Il y a une terrible puanteur dans le village. On aimerait que les autorités protègent l'environnement et que nous puissions profiter de l'air pur. La flore et la faune marine sont les premiers impactés par cette pollution. Dans l'estomac de cette baleine, morte sur une plage thaïlandaise, ont été retrouvés quelques 80 sacs en plastique. En Thaïlande, comme dans d'autres pays asiatiques, les défenseurs de l'environnement accusent les autorités de ne pas lancer de véritable plan d'action pour combattre le plastique, d'où ces initiatives locales pour nettoyer les plages. Ça vient du Vietnam, de Chine, du Cambodge et bien sûr aussi de la Thaïlande. Il y a des déchets hospitaliers et médicaux, des articles ménagers, des briquets, des chaussures pour enfants. Ils sont jetés au mauvais endroit et ils sont emportés par les rivières pour finir dans l'océan. L'Europe est loin d'être épargnée par la pollution plastique, à l'image du lac Léman en Suisse, qui a fait l'objet d'une vaste opération de nettoyage. 5,5 tonnes de déchets, dont plus d'1 tonne de plastique, 43 000 mégots de cigarettes retirés des eaux, autant de chiffres qui font froid dans le dos. Pour lutter contre ce fléau, l'Union européenne envisage d'interdire une dizaine d'objets plastiques à usage unique, comme les pailles ou les couverts de pique-nique. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. 20h15, le JT Moré
avec Eric Soudré. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.